Merci d'être sur la télévision. Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 17 octobre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette initiative de l'association Alternative Espace Citoyen soutenue par certains députés nationaux. C'est le plaidoyer sur le droit à l'alimentation. Un projet de loi a été élaboré donc par les députés député Ibrahim Yacouba pour soumettre à l'appréciation de l'Assemblée nationale. La question du droit à l'alimentation, un sujet au cœur des préoccupations des organisations de la société civile, n'est-ce pas, Ibrahim Boubacar? La question du droit à l'alimentation au milieu de cette sortie médiatique conjointe entre des organisations de la société civile et des représentants du peuple. C'est un plaidoyer porté par l'association Alternative Espace Citoyen en collaboration avec des organisations paysannes qui viennent ainsi d'acquérir l'assentiment du député national Ibrahim Yacoubou. C'est une véritable étude qui a été abattue dans ce sens, déclare le secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen. Nous avons d'abord mis en place un comité d'experts composé d'éminentes personnalités du monde intellectuel, du monde qui connaissent le monde rural, qui connaissent les textes, qui connaissent les droits. Nous avons fait 2 études qui ont servi de base pour ce travail. Une étude diagnostique sur la situation alimentaire de façon générale pour voir quels sont les problèmes auxquels les gens sont confrontés. Et nous avons également fait une étude sur le cadre législatif, mais aussi le cadre institutionnel. Aujourd'hui, nous avons un député qui s'est engagé à porter ce projet. Pour le député Ibrahim Yacoubou, cette loi est un pilier essentiel pour marquer une avancée digne dans ce processus qui n'a pas manqué de saluer au passage la bravoure des organisations de la société civile. La question du droit à l'alimentation, nous l'avons dit, et tous ceux qui sont dans ce travail-là, vous dites, c'est l'expression de la dignité de l'être humain. On considère que c'est le pilier essentiel. Lorsqu'il n'est pas possible à un citoyen, où qu'il se trouve, d'avoir à manger pour lui-même et pour ses enfants dans la journée, c'est une défaite morale de la société dans laquelle il est. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs années, les États eux-mêmes se sont investis dans ce travail. Et le Niger a des engagements contraignants qu'il a pris depuis très longtemps. Le travail a continué et dans le cadre de la Constitution de 2010, ce droit a été constitutionnalisé. Donc il était déjà devenu imposable au gouvernement qui allait être mis en place à l'issue des élections de 2010 de prendre les dispositions pour donner un contenu au droit à l'alimentation parce qu'il fait partie de notre Constitution. Cette loi sur le droit à l'alimentation devait être votée dès les 2 premières années du gouvernement de la première législature de la 7e République. Dans son intervention, le président du réseau parlementaire lutte contre la pauvreté a également affirmé son engagement pour l'atteinte d'un tel objectif. Le droit à l'alimentation est un droit pour chaque être humain d'avoir accès à une alimentation saine de façon stable et régulière. Ce plaidoyer est donc une approche fondée tendant à apporter une contribution essentielle pour combler ces fossés. Merci Ibrahim Boubacar. Et pour parler de cette initiative plus en détail, nous recevons sur ce plateau Ibrahim Jori. Il est membre de l'association Alternative Espace Citoyen. Monsieur Ibrahim Jori, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour justement revenir sur cet élément qui vient de passer. Et vous étiez hier à l'Assemblée nationale avec un certain nombre de députés pour examiner, donc pour annoncer cette nouvelle loi, donc ce projet de loi sur le droit à l'alimentation. Et pour revenir sur justement cette idée qui est vieille, donc qui date d'environ de 2013. Et qu'est-ce qui a motivé vraiment d'initier cette belle initiative pour le bien-être de la population du Niger? Ce qui a motivé Alternative Espace Citoyen en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme à initier ce processus-là de protection normative du droit à l'alimentation, on pourrait dire que c'est 2 facteurs majeurs. Le premier, c'est que dans un état de droit, tout droit reconnu à l'homme doit pouvoir être protégé, encadré normativement pour pouvoir se prévaloir de ce droit et obtenir sa mise en œuvre concrète. Le deuxième facteur, c'est la réalité concrète, matérielle de notre pays, malgré les différentes et diverses potentialités dont il dispose.
eh bien, il fait face à des formes d'insécurité alimentaire, de famine et de malnutrition variées. Et pour notre analyse, cela a à voir avec le déficit d'encadrement normatif, lequel lui-même a un effet sur le choix des politiques publiques établies par les gouvernants. Et donc, s'il y a un encadrement juridique approprié, eh bien, on espère qu'il peut imprimer une modification de paradigme, une modification d'acteurs et aussi changer même le rapport des institutions publiques et des acteurs internationaux à la question de la faim, qu'on présentait comme une problématique purement humanitaire de charité, alors qu'il s'agit de la problématique d'un droit consacré par le droit international depuis 1948. Puis, dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que l'État du Niger a ratifié, il faut peut-être le rappeler, depuis 1986, l'État du Niger a adhéré à un pacte international qui lui fait obligation de prendre toutes les mesures appropriées, y compris donc les mesures législatives, pour organiser les conditions de mise en œuvre du droit, entre autres le droit à l'alimentation. Et donc, au Niger, la Constitution de 2010 a eu le bon pas de consacrer explicitement dans son corps le droit de toute personne à une alimentation saine et suffisante dans les conditions définies par la loi. La même Constitution de 2010 a engagé le gouvernement et le Parlement, parce que c'est les deux pouvoirs qui ont concurremment l'initiative des lois, de définir un cadre normatif, donc une loi qui définit les conditions de mise en œuvre de ce droit au plus tard à la fin de la deuxième année de la première législature. C'est dire que techniquement, à partir de la fin 2012, l'État du Niger devait avoir, en respect de sa propre constitution, n'est-ce pas, comme loi fondamentale, une loi qui organise les conditions de mise en œuvre du droit à l'alimentation. Cela n'a pas été fait. Dans l'élément qui vient de passer, Tchangari l'a rappelé qu'en 2013, l'initiative d'alternative de pousser à l'adoption de la loi donc est née parce que le délai constitutionnel donné au gouvernement et au Parlement étant échu et que la loi en tant que telle n'est pas adoptée, on a estimé que c'est de notre responsabilité citoyenne d'aider à compléter ce cadre normatif national. Et donc on a, avec l'appui à l'époque d'un partenaire qui est Oxfam, mis en place un comité d'experts composé d'une dizaine de personnalités essentiellement scientifiques, académiques, et bien organisé aussi des séries de consultations populaires pour pouvoir concilier deux exigences. Obtenir une loi, c'est obtenir un instrument technique, mais un instrument technique conforme aux aspirations des citoyens. Et donc c'est ça, la quête de cette aspiration des citoyens qui a justifié la consultation populaire qu'on avait organisée un peu partout pour recueillir les attentes, les propositions dans les formes qui sont les siennes des citoyens. Et maintenant, ces attentes des citoyens doivent être reversées et traduites dans un langage techniquement acceptable, techniquement approprié, en droit question, parce que la fonction des techniciens n'est pas de produire à lieu et place des citoyens. Le besoin vient des citoyens eux-mêmes qui doivent dire que voilà ce que nous voulons, et le technicien entre en scène pour lui donner la forme technique appropriée. Cela a pris le temps que ça a pris, et avec toutes les discussions, avec l'institution parlementaire aussi, on avait commencé à travailler avec les réseaux de prévention de lutte contre la pauvreté, qu'on a estimé qu'il peut être un levier. Parce que l'idée du débat, c'est qu'il y a deux moyens pour obtenir la loi. Soit procéder par le gouvernement, ou alors par la voie de l'Assemblée nationale en tant que représentation pour pouvoir l'introduire sous le vocable de proposition de loi. Et donc on avait fait toutes ces discussions au finish aujourd'hui pour faire court. Il y a un député national qui a, à l'occasion déjà des discussions qu'on avait eues l'année passée, rappelez-vous, le 4 octobre, pendant la campagne, dire que ça fait quand même près d'une décennie que cette loi devait être adoptée, elle ne l'est pas encore. Est-ce qu'en tant que candidat, vous pouvez promettre aux Nigériens, enfin, une fois élus, vous allez vous activer pour que cette loi soit enfin adoptée? Parmi les candidats qu'on avait interrogés, il y a effectivement Ibrahim Yacoub qui avait promis qu'une fois élu, parce qu'il était candidat aussi aux élections présidentielles, la même question nous l'avions posée au président actuel, Bazoum Mohamed, qui a lui-même promis, justement, une fois élu, de travailler à la complétude de ce cadre normatif-là. Et donc, on dit qu'on est heureux de constater que les deux qui ont promis que oui, parce qu'ils ne sont pas les seuls à l'avoir promis, parce que tous les candidats ont promis de travailler dans ce sens-là. On n'a pas constaté
opposition, une résistance des candidats. Et donc, aujourd'hui que ceux qui ont pu être élus le sont, eh bien, on constate qu'il y a quand même une certaine cohérence de leur attitude parce que le 4 octobre, Ibrahim Yacoub a pris solennellement cette initiative citoyenne pour en faire une proposition, un projet de proposition de loi qu'il a déposé au niveau du bureau de l'Assemblée nationale pour examen et adoption. On peut constater aussi au même moment dans le sillage, lors du sommet des Nations Unies sur la construction d'un système alimentaire approprié, un sommet virtuel, le président Bazoum a aussi formulé une communication à l'intérieur de laquelle on constate justement le retour de cette référence à la constitution du Niger qui a consacré le droit à l'alimentation. C'est-à-dire que d'un point de vue objectif, on voit bien que les différentes institutions, les différents acteurs donnent l'impression d'être réceptifs à l'idée d'adoption de la Constitution. Du reste, c'est une obligation constitutionnelle, c'est une obligation de l'état de droit. Mais on sait bien que ce n'est pas aujourd'hui simplement que c'est une obligation légale. Ça l'a été depuis très longtemps, depuis plus d'une trentaine d'années, puis renouvelé en 2010. Mais maintenant, quand cette obligation constitutionnelle, légale, internationale aussi, coïncide avec une certaine volonté politique à en faire, on peut peut-être espérer que le moment peut-être est venu de pouvoir doter notre pays de ce cadre normatif important pour pouvoir protéger les droits fondamentaux des citoyens. Donc, apparemment, vous êtes confiant et vous restez optimiste quant à l'adoption prochaine de cette loi. Et quel serait son avantage pour le pays ou pour la population nigérienne? L'avantage de cette loi, c'est qu'elle, de par son contenu, précise les obligations qui sont celles de l'État du Niger en matière des efforts à faire pour concrétiser le droit à l'alimentation. Elle prévoit également des mécanismes de protection contre des agissements qui ne sont pas nécessairement ceux de l'État, mais d'autres acteurs qui peuvent constituer une menace à cela. Et donc, son premier avantage, c'est d'offrir une sécurité juridique, je dis bien, en matière de mise en œuvre du droit à l'alimentation. Le second avantage, c'est que ça participe, à notre avis, de la lutte contre l'insécurité, si vous voulez, pas simplement alimentaire, parce que suivant notre analyse, les conflits que nous avons dans nos zones, dans nos pays, dans notre sous-région, ont nécessairement à avoir avec la paupérisation du monde rural. Et si nous voulons bâtir une société paisible, il faut que dans cette société, que les droits élémentaires des citoyens soient juridiquement protégés, mais pas seulement que des politiques publiques concrètes soient adoptées pour les mettre en œuvre et garantir un minimum de conditions de vie décentes aux citoyens. Aujourd'hui, qui anime tous les fronts d'insécurité qu'on a dans notre région, c'est essentiellement des jeunes gens issus du milieu rural, analphabètes, qui n'ont pas de perspective. Eh bien, on veut faire cette lutte sur le terrain militaire, on dit, pour nous, ce terrain-là n'est pas nécessairement le plus efficace. Il faut le faire sur le terrain des droits de l'homme. Et du reste, cela a été dit, pas seulement par nous. Je me rappelle à un certain temps, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, il dit au chef d'État, si vous voulez tuer le terrorisme, eh bien, allez-y sur le terrain des droits de l'homme. Parce que si vous allez simplement avec des armes et des missiles, là, vous pouvez tuer quelques terroristes. Mais le terrorisme en tant que tel, ce n'est pas avec ça que vous allez le tuer. Et on estime qu'en adoptant une loi, ça offre la possibilité de réexaminer le cadre politique et qui doit être conformé parce que dans un état de droit, normalement, les politiques publiques doivent coller au cadre normatif légal dans un pays. C'est ça qui fait l'état de droit, qui garantit la primauté du droit. Et si la volonté publique colle avec les obligations juridiques, eh bien, on peut avoir la perspective d'aller de l'avant pour garantir aux citoyens un minimum de protection, un minimum de dignité. Le vice-président honorable Yacoub l'a dit, garantir ce droit-là, c'est l'expression de la protection de la dignité humaine. Je dirais c'est ça le fondement axiologique de tout droit de l'homme, cette dignité reconnue à l'être humain, qui doit avoir un minimum de protection parce que sa protection participe de la construction d'un environnement paisible, d'une quiétude et du respect de la personne humaine en tant que sacrée. Et c'est aussi faire honneur à notre constitution, faire honneur aux aspirations profondes des Nigériens qui l'ont proclamé aussi bien dans le préambule de la constitution, en proclamant leur résolution aux droits fondamentaux de l'homme, tels que consacrés
par le droit international des droits de l'homme à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, les 2 pactes de 66 et consorts, y compris la Charte africaine des droits de l'homme. Donc, ça participe pour nous de la construction d'un État de droit, de la construction d'un État paisible, de la construction d'un État juste. Parce que l'État du Niger est un État démocratique et social. Et un État démocratique et social garantit les conditions de jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit à l'alimentation est un des droits consacrés. Monsieur Diop, donc après cette première étape, maintenant, est-ce que vous compterez entreprendre des actions pour sensibiliser davantage les députés nationaux pour voter favorablement cette loi? Justement, on a fait cette première étape qui était loin des médias, de toute la construction théorique du document en tant que tel, et de dire, c'est votre devoir, vous, parlementaires, de faire ça. C'est votre même obligation constitutionnelle, parce que nulle part, la Constitution a dit que l'alternative espace citoyen a pouvoir d'initier des lois. Ce n'est pas dit, mais c'est une question de responsabilité citoyenne. Mais l'obligation constitutionnelle pèse à la fois sur les députés et sur le gouvernement qui ont concurremment l'initiative de loi. On dit bien, on facilite la tâche en tant que responsabilité citoyenne de prévoir un projet de texte déjà prêt à être consommé. Maintenant, il reste simplement à lui donner l'autorité juridique et c'est aux représentants de la nation que la loi donne ce pouvoir-là. Et ce texte, on ne s'arrêtera pas là. On a fourni la substance de la loi à eux de l'examiner, de la questionner, de donner leur onction. Mais on sait que techniquement, c'est une loi qui tient. Parce qu'au regard de son processus, aussi bien interne qu'externe, parce que y compris le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation a eu connaissance de cette loi et l'a appréciée. Et donc maintenant, le travail qu'on a à faire, c'est un travail qu'on avait déjà commencé de discuter avec les décideurs politiques. Le 16 octobre déjà hier, donc, qui coïncide symboliquement avec la journée mondiale de l'alimentation, à faire cette conférence de presse avec les représentants. Et la semaine prochaine, le vendredi, donc, on a envisagé de faire une grande rencontre ouverte à l'essentiel des députés nationaux, au cours de laquelle on a, parce que c'est le pouvoir de légiférer que détiennent les représentants de la nation, mais pas nécessairement peut-être la connaissance effective de l'ensemble des obligations de l'État du Niger en cette matière. Et donc on viendra pour discuter du contenu normatif de cette loi-là, des obligations juridiques qui pèsent sur eux de pouvoir travailler à sa mise, à sa consécration normative, à son adoption, et aussi continuer à discuter avec les acteurs gouvernementaux. Donc à cette rencontre-là, on va inviter à la fois les acteurs de Parlement, donc les députés, tout comme les acteurs gouvernementaux. On va ouvrir le système aussi des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers de l'État du Niger seront conviés à cette importante rencontre qui aura lieu la semaine prochaine pour discuter de fond en comble de ça. On prévoit également l'arrivée de représentants des organisations paysannes et de la société civile de tous les départements du pays, et on va continuer à faire des discussions et à entrer en dialogue avec ces acteurs-là. Un peu comme la suite de ce qu'on a fait antérieurement, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas simplement une affaire d'alternative espace citoyen. C'est une demande forte des citoyens nigériens. Et donc la rencontre symboliquement sera nationale, parce qu'on a prévu dans chaque département du Niger, de 105 départements, des gens viendront à Niamey, au cours desquels on va avoir des discussions. Lorsqu'on aura fait avec ces acteurs-là, partenaires techniques et financiers, représentants gouvernementaux, représentants de la nation, et dire que voilà ce que les citoyens demandent à vous, en raison de l'obligation constitutionnelle qui pèse sur vous, n'est-ce pas, de faire ça, parce que voilà les arguments. On envisage également aussi d'aller rencontrer le président de la République pour lui en parler, parce qu'il nous a promis le 4 octobre dernier, donc en 2020, en tant que candidat, qu'effectivement il s'engagera dans ça. Et bien on reviendra à dire que, parce que lorsque l'article 184 de la Constitution dit qu'au cours des 2 premières années de la première législature, les lois organiques et les lois d'application doivent être adoptées, mais qui sont les destinataires de ce message constitutionnel ou de cette injonction constitutionnelle? Les premiers destinataires, c'est d'abord les représentants officiels de l'État du Niger, que sont l'exécutif et l'Assemblée. Et donc, on viendra leur rappeler leurs obligations constitutionnelles. On viendra leur rappeler leur engagement personnel. Comme on dit souvent, au lit les bœufs,
par les cornes et les hommes par la parole, et bien on viendra dire que votre parole là, en tant que candidat, aujourd'hui les acteurs viennent demander sa concrétisation. Je l'ai rappelé au début, lorsque le 23 septembre, dans sa communication, on l'a constaté, on dit, bien, là c'est un pas en avant, il n'a pas oublié la promesse faite aux acteurs à cette occasion-là, et on espère que cela doit s'accompagner d'une forte volonté politique pour faire adopter. Il n'y a rien de plus simple, de plus élémentaire que d'adopter une loi, surtout lorsque la première mouture pratiquement achevée est disponible. Il reste simplement à lui donner l'onction juridique nécessaire. Et on ne veut pas que ça s'arrête à l'adoption de loi, parce que, bien entendu, on ne se fait pas d'illusion qu'il suffit qu'une loi soit adoptée pour que le problème soit résolu. Du reste, l'État du Niger dispose des lois dans divers secteurs, dans divers domaines, sans que ça soit effectif. Nous estimons que c'est une étape. Une fois la loi aussi adoptée, et bien de faire tout le travail nécessaire de conjuguer l'ensemble des intelligences des acteurs étatiques et non étatiques, des citoyens, pour pouvoir identifier les voies appropriées qui permettent de pouvoir obtenir concrètement l'effet utile d'un droit consacré, parce qu'il ne doit pas être simplement illusoire. Et donc nous savons que c'est tout un travail, que ça implique chez tout un chacun, toute bonne volonté, n'est-ce pas? Et lorsqu'on est convaincu que c'est à notre portée en tant que Nigériens, comme dit quelqu'un, nous sommes convaincus que la fin ne vient pas du ciel, elle ne vient pas également de la terre, elle vient des décisions prises par les hommes qui ne sont pas appropriées, mais parce qu'elle vient des hommes, eh bien, la défaire, résoudre le problème de la faim aussi peut venir de la bonne volonté des hommes lorsqu'ils s'accordent, les hommes ici, avec grand H. Les hommes et les femmes qui peuvent concilier leur vision, qui peuvent harmoniser et prendre des décisions pertinentes, appropriées et bouter la fin de notre pays. Cela relève du possible. Oui, donc peut-être une dernière question, Jory. Si toutefois les députés parviendraient à adopter cette loi, quelle serait donc la suite, quelle serait la place de l'association alternative Espace Citoyen dans l'application effective de cette loi? La place de l'association alternative Espace Citoyen, c'est la place de toute organisation de défense des droits de l'homme. Il n'y a pas une place particulière pour Alternative Espace Citoyen. Une loi, une fois adoptée, c'est une loi nationale. Et nous allons continuer à faire notre travail de la même façon pour la mise en œuvre de cette loi, au même titre que les autres. Et le travail de la société civile dans un état de droit, c'est quoi? C'est un travail d'abord de promotion. De promotion, c'est-à-dire de diffusion du droit dans le corps social pour qu'il soit connu par les titulaires du droit, dans la perspective que ces titulaires de ce droit puissent s'en prévaloir, revendiquer sa mise en œuvre, et les destinataires aussi qui doivent respecter, qui doivent prendre les mesures appropriées aussi le fassent. Il y a aussi un travail de surveillance de la mise en œuvre, de veille citoyenne et d'interpellation en cas de sa violation, que ce soit sur le droit à l'alimentation ou les autres droits. Ce travail-là va être le travail d'Alternative, ça va être le travail de n'importe quelle organisation de la société civile nigérienne. Il y a celles aussi qui peuvent faire un travail de défense. Un travail de défense qui consiste à prendre fait aux causes pour les victimes de violation d'un droit, pour les accompagner à obtenir réparation en cas de violation. Et donc, Alternative n'a pas à avoir un statut particulier parce que simplement elle a travaillé à la faire. Je dirais que ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous qu'avec le travail de Timidria, il y a eu une avancée normative dans le cadre de la protection de la personne contre l'esclavage. Même si dans la pratique, l'adoption de la loi n'implique pas automatiquement une modification d'attitude des acteurs. C'est tout un travail. Je crois qu'il y a aussi le roi 5 qui a travaillé à l'adoption d'une loi sur la protection sociale au Niger. Mais ça c'est de la responsabilité citoyenne. Une fois adoptée, c'est une loi nationale. Eh bien, que chaque citoyen, chaque personne qui jouit de ce droit consacré, eh bien, puisse se prévaloir, ça ne confère pas un statut particulier. C'est juste une responsabilité citoyenne, la contribution des acteurs de la société civile à pouvoir harmoniser, parfaire, améliorer le cadre normatif national, par la suite travailler à la mise en œuvre effective du cadre normatif si nécessaire. Mais c'est de la responsabilité de tous les citoyens. Pour qu'un droit soit effectif, il ne suffit pas simplement qu'il existe dans le corpus juridique d'un pays, sinon on n'aurait pas de problème. Le plus gros du travail chez les citoyens, c'est que le corps social dans son ensemble se mobilise et travaille à la mise en œuvre concrète. Quand je dis corps social, c'est les citoyens ou aussi les institutions publiques et non publiques dans un pays.
Merci Diori Ibrahim pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Alternative Espace Citoyen, Espace Citoyen qui a initié donc une campagne de plaidoyer, notamment sur le droit à l'alimentation, et une proposition de projet de loi en ce sens a été déposée sur la table de l'Assemblée nationale par le député Ibrahim Yacouba. Merci Ibrahim Diori pour toutes ces précisions et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Lancement ce dimanche d'une campagne sur la reconversion professionnelle des jeunes et de la lutte contre le chômage. Une initiative de Darul Ma'ara qui invite aussi, qui initie aussi une promotion de l'entrepreneuriat féminin au Niger. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la Chambre de commerce en présence de plusieurs invités, essentiellement composés de femmes. Précision avec Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Darul Mar'a, autrement dit Maison de la femme, est un centre de formation et d'écoute pour et par la femme nigérienne et au-delà un centre d'incubateur pour les jeunes entrepreneurs. Et cela se justifie par la présente rencontre qui consacre le lancement de la campagne sur la reconversion professionnelle des jeunes et la lutte contre le chômage au Niger. C'est l'une des premières activités d'ailleurs dans le cadre du travail qu'on aura à mener dans le sens de sensibiliser les jeunes à lutter en général tout simplement contre le chômage et au-delà participer pour de vrai au développement économique de notre pays. On a fini par évoluer et partir tout simplement d'action AGR en action entrepreneuriale. Ça veut dire qu'on a été à un moment donné avec les expériences de se reconvertir en incubateur pour asseoir ces femmes-là que nous formions jusqu'ici. Plusieurs objectifs sont assignés à ce programme. Il y aura sûrement la formation, parce qu'à travers des formulaires qu'on a lancés sur les réseaux sociaux, on a pu pratiquement enregistrer plus de 100, et tenez-vous bien, en seulement un jour, ce qui est extrêmement difficile pour nous. En 24 heures, plus de 100 jeunes diplômés sans emploi se sont inscrits sur la plateforme et nous allons les accompagner dans effectivement ce que nous avons présenté tout à l'heure comme le programme des diplômés sans emploi de Darul Mar'a. Ces jeunes-là, nous estimons soit les encadrer dans ce qu'ils font jusqu'ici, les maintenir comme on l'a vu tout à l'heure, soit carrément les reconvertir pour aller vers d'autres besoins, Inch'Allah. A noter qu'après 10 ans d'expérience, Darul Mar'a offre aujourd'hui plusieurs formations dans divers domaines aux jeunes Nigériens, notamment dans l'éducation, initiation à la religion islamique, imprégnation à la vie et des sciences de sensibilisation. Merci Hamza Sakou. Restons donc dans ce domaine pour parler de la fin des rites de la Oumara pour le premier groupe de pèlerins convoyés par l'agence de voyage pour le Hajj et la Oumara en Bali Voyage. Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Cette Oumara organisée par cette agence a coïncidé avec la fin des restrictions imposées dans les saintes mosquées suite à la pandémie du Covid-19. Précision avec notre confrère Ibrahim Yoro. Promesse tenue. L'agence pour le Hajj et la Oumra, Hambali Voyage, vient d'achever le petit pèlerinage en terre sainte de l'islam. Partis respectivement les mardis 5 et vendredi 8 octobre 2021, le groupe a d'abord séjourné à Médine. Dans la ville sainte, les pèlerins de Hambali Voyage ont sacrifié aux traditionnelles visites ou ziyaras sur les principaux sites historiques de l'islam, notamment le mont Uhud et les cimetières des martyrs qui s'y trouvent, la mosquée Kebalateni, celle de Quba, ainsi que les autres, dont le tombeau du prophète et salut d'Allah sur lui et ses deux compagnons, Abu Bakr Siddiq et Omar ibn Khattab. Après ces visites, les pèlerins de Hambali Voyage ont formulé l'intention de la Umrah avant de mettre le cap sur la ville sainte de Makkah. Là, ils ont fait les 7 tours de la Kaaba ainsi que ceux de Safa et Marwa, achevant ainsi les rites. Alhamdulillah, منذ زمن أجنس Hambali Voyage godiya
gaskiya Allah ya saka musu da alkhairi kwarai sun yi mana kokari alƙawarin da suka ɗauka mana sun cika mana mun samu mun shiga rauda gaskiya alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi kuma abu mafi farin ciki ma da godiya da za musu sun ajiye mu otel kusan masallaci da ka hita baka ma kumbiyan da minit ka kai masallaci Irka Saudiya hambali voyage rano irka alkawale kulkan hambali voyage tambori se Niger ani tonen de irse irwan dirowora ina ziyarete bi alhamdulillah ibuga jingare mote matkirga bada roda furo mo sigita ban alhamdulillah. Le retour de ces pèlerins est prévu pour ce mardi 19 octobre, soit un total de 2 semaines en Terre Sainte pour le premier groupe et 12 jours pour le second. Pendant ce temps, au siège de Hambali Voyage à Niamey, les préparatifs de la prochaine Umrah sont déjà en cours. Et avec l'assouplissement décidé par les autorités saoudiennes, les prochains pèlerins seront certainement dans des conditions bien meilleures qu'avec les restrictions liées au Covid-19. Restrictions désormais levées par les autorités religieuses. Passeport de cette édition, la société d'automobile CFAO Niger a organisé ce dimanche un semi-marathon dans la ville de Niamey. Une première édition sur une distance de 10 et 21 km. Le top départ a été donné par le premier responsable de la région, c'est-à-dire le gouverneur de la région de Niamey, qui était à la tête du peloton au départ. C'est ce que nous rapportent Ismaël Moumouni et Aboukar Solé. C'est à 8h08 que le gouverneur de la région de Niamey a procédé au coup d'envoi du semi-marathon sur une distance de 21 km qui a vu la participation de nombreux coureurs, dames et hommes. Après une durée de 1h11, que Abdelkader Souley de la garde nationale a franchi en premier la ligne d'arrivée. Et côté dames, c'est Samira Awal qui remporte le premier prix après 1h42 de course. Ces athlètes n'ont pas caché leur joie à l'issue de leur victoire. C'est à défaut de préparation d'un marathon que j'ai mis l'objectif numéro 1, c'est semi-marathon. Ça s'est bien passé aujourd'hui. Bon, le temps, c'est pas bon. Quand j'ai un temps de 1h07, le semi de là-haut, maintenant j'ai 1h11. On a couru contre le vent. C'est pas facile. Je vais redoubler d'efforts pour au moins revenir sur mes 1h07 encore. À 1h11 là, c'est pas bon. J'ai préparé ça depuis plus de 2 à 3 mois que je me prépare sur ça. Et maintenant, j'ai eu la récompense de mon travail. La course n'a pas été facile parce qu'il y a eu un problème de circuit sur la route avec les organisateurs. On a eu à se perdre un peu, mais ça va, on a pu tenir quand même à venir à l'arrivée. Je suis très heureuse. Un billet d'avion, vraiment, c'est quelque chose à aimer, quoi. Plus de 700 coureurs ont participé à cette compétition organisée par CFAO Motors Niger, qui d'ailleurs s'en réjouit de cette première édition. Il est apparu un besoin en course, les Nigérians étant des bons coureurs. On s'est dit, tiens, on va faire un semi-marathon. On commence par un semi-marathon. On espère que c'est le début d'une grande série. On est très heureux de voir l'affluence très importante. Le Niger a fortement répondu à nos attentes. Le premier objectif, c'était d'avoir une manifestation sportive à Niamey. Et je pense que l'objectif est atteint puisque nous n'avons recensé aucun blessé, aucun accident. Donc un parcours sécurisé. Nous avons effectivement pas mal de petits réglages à faire puisque c'est la première édition du semi-marathon CFAO. Mais je pense que l'année prochaine, avec l'expérience que nous avons eue, nous allons pouvoir faire toutes les améliorations nécessaires. Une moto d'une valeur de 1 million de francs CFA, un compte bancaire crédité et autres lots, c'est le prix décerné au premier de ce marathon côté homme. Et pour la dame, elle s'en sort avec un billet d'avion et un compte crédité et autres cadeaux. Il y a eu également, toujours au cours de cette compétition, une course d'une distance de 10 km. Et ce sont les 10 premiers de chaque distance qui ont été primés.
Sport encore, Ismaël Moumouni. Le vice-président de la Fédération nigérienne du judo, Abdourahmane Issoufou, a été élu membre du comité exécutif de l'Union africaine du judo UAJ. À cette occasion, le président de la dite fédération, PhD Mamoudou Jubo, a offert un pot à la famille du judo nigérien le samedi 16 octobre 2021 à Karma. Une façon de fêter cette joie avec l'ensemble des acteurs du judo nigérien. Suivez plutôt. Le Niger aura désormais son mot à dire au sein du comité exécutif de l'Union africaine du judo avec l'élection du vice-président de la Fédération nigérienne du judo, Feni Judo Abdourahmane Issoufou, au poste du directeur des sports de cette union. Une promotion qui honore la Fédération nigérienne du judo et au-delà tous les acteurs. On n'a jamais eu un Nigérien judoka au sein de l'exécutif de l'Union africaine de judo. C'est une première. Donc c'est vraiment pour le féliciter et féliciter toute l'équipe et tous les acteurs de judo pour vraiment fêter ça parce que c'est une grande première. On l'a dédié à toute l'équipe du bureau exécutif de la Fédération de judo et à tous les judokas nigériens parce que c'est un combat de longue haleine qui a été fait et grâce à Dieu, on peut dire que c'est une victoire. Vraiment, ça nous réconforte parce que ça veut dire qu'on a fait beaucoup et qu'on a avancé. Parce qu'aujourd'hui, avec cette place qu'il a à l'Union africaine de judo, donc on verra le judo nigérien évoluer. Il faut peut-être rappeler que c'est la toute première fois que le judo nigérien occupe quand même dans l'instance de la Fédération africaine de judo un tel poste. Ça, c'est une première. Je pense qu'il est tout à fait nécessaire aujourd'hui de le souligner. Nous revenons de loin. À un certain moment, effectivement, le judo nigérien avait occupé un tel sommet où nous avons pu quand même, après Isaac Daboré, je tiens à le rappeler aussi, nous avons été la deuxième fédération sportive à pouvoir qualifier un athlète pour les Jeux olympiques, en la personne d'Abdou Alassane. Les gens ont tendance peut-être à l'oublier, c'est juste un rappel. C'est ce travail-là qui a été fait. Entre-temps, il y a eu des hauts et des bas. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique de vouloir relever les défis et aller un peu pour justement atteindre d'abord ce niveau qu'on avait atteint à un certain moment et le dépasser, pourquoi pas. Conscient de la lourde tâche qui pèse désormais sur lui, le vice-président de la FENU Judo, nouveau membre de l'UAJ, entend se battre pour relever le défi, mais aussi pour faire rayonner cette discipline au Niger. À travers cette nomination, c'est quand même une confiance qu'on place, n'est-ce pas, à un cadre nigérien qui aura dorénavant la grande responsabilité d'organiser toutes les compétitions au niveau africain. Voyez-vous, ce n'est pas tâche facile et tâche aisée. Nous allons nous y mettre et, plaise à Dieu, nous ferons tout, en tout cas pour hausser l'image du Niger, n'est-ce pas, à travers toutes les actions que nous aurons à mener au niveau de l'Union africaine de judo. Vous savez, quand vous n'êtes pas dans l'exécutif, il y a des décisions qui se prennent dans votre dos. Aujourd'hui, Dieu merci, nous faisons partie de ces 11 membres de l'exécutif. Ça veut dire que toutes les décisions vont se prendre et ça veut dire que le Niger aura son mot à dire, en tout cas dans l'avenir du judo africain. Pour cette brillante élection du vice-président de la FENU Judo à l'UAJ, le président de la dite fédération, Mamoudou Jubo PhD, a offert un pot à toute la famille du judo nigérien. Occasion pour lui d'inviter tous les acteurs à se mobiliser davantage pour faire parler du judo nigérien à l'international. Du sport, enfin, c'est pour parler du boxe cette fois-ci avec le jeune Nigérien Moussa Sahabi qui a remporté la ceinture de Royal Boxing Organization. C'était hier au palais du 29 juillet à la suite d'un combat avec le champion du boxe du Bénin, Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Moussa Sahabi du Niger et Ibrahim Salou du Bénin, c'est l'affiche du combat de boxe pour la ceinture RBO. C'est au deuxième round que l'arbitre a arrêté le combat car le Nigérien n'a pas été tendre avec son adversaire qu'il a rié de coups occasionnant des blessures. Une victoire qui honore le Niger comme en atteste l'autorité en charge du sport. Notre combattant a remporté sa 4e ceinture
Cela prouve qu'on peut compter sur la boxe nigérienne aussi et remercier les organisateurs de ce tournoi, en l'occurrence le président, qui a voulu nous offrir ce beau combat-là. Une joie immense pour le boxeur nigérien qui vient de décrocher sa 4e ceinture, et cela devant son public. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné cette chance de remporter ma 4e ceinture, alhamdulillah. Et je remercie beaucoup toutes les populations nigériennes. Et je remercie aussi notre papa, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kosini, notre président de la fédération de boxe, y compris la Ligue régionale. Tout le monde, je remercie tout le monde, merci vraiment. Et promesse tenue. Du moment où j'ai gagné ma première ceinture, j'ai dit, ah Sabi, je dis c'est maintenant que j'ai commencé la boxe. Parce que j'ai commencé dès le début de la boxe amateur, j'ai les permanences, j'ai plein le titre du champion d'Afrique aussi en amateur. Et aujourd'hui, alhamdulillah, je remercie beaucoup tous les entraîneurs. Je dis bien tous les entraîneurs qui m'ont entraîné. Et merci beaucoup vraiment à tous ceux qui ont venu me soutenir. Victoire méritée selon le boxeur béninois qui reconnaît la qualité du boxeur nigérien. C'est un champion, très champion, champion des champions. Il a 4 trophées. Ça va aller. Avec le temps, s'il avait l'évolution de boxe, il ne serait pas ici. S'il a l'évolution de boxe, il serait en Europe, France, ainsi de suite. Oui, je l'ai apprécié. C'est mon doyen, il est mon doyen. Parce qu'il a 4 ceintures, il est toujours mon doyen. Il est toujours mon doyen. Le victoire mérite. À travers cette victoire, le Nigérien signe ainsi son 18e combat sans défaite. Et quant au Béninois, il comptabilise 11 combats, 9 victoires, dont 7 avec KO. Il faut aussi le rappeler qu'il a eu 4 combats semi-pro avant cette confrontation pour la ceinture de la RBO. Félicitations donc à Moussa Sahabi et bonne suite pour la suite de son parcours. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.